Bonjour, donc on va commencer. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir donc une conférence qui est faite par Jean-Michel Minguer qui tient la chaire de sociologie du travail créateur et fait depuis pas mal d'années un travail absolument passionnant sur l'évaluation et la compréhension de ce qui se passe notamment dans la communauté mathématique mais aussi dans l'enseignement des maths. Et donc c'est un grand plaisir que tu viennes aujourd'hui nous présenter ce travail en collaboration avec toute une équipe de recherche, mais j'imagine que tu présenteras ça. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Oui, c'est bon, on m'entend, parfait. Oui, j'ai mentionné deux des membres de l'équipe, Colin Marchica et Colombe Saillard, et nous travaillons sur ces sujets-là en rapprochant beaucoup de données. Vous aurez beaucoup de matière empirique. Je ne peux pas me dispenser, même si c'est parfois un peu écrasant, de donner des preuves en tant que travailleur de la preuve. Voilà, donc vous aurez beaucoup d'éléments de démonstration sur cette affaire des concours, des compétitions et de l'effort. L'effort étant une variable clé, mais pas tout à fait au sens commun du terme. Il faut comprendre ce que c'est. Il y a beaucoup de boîtes noires dans la question d'éducation et l'effort en est une. Voilà. Donc, ce que nous savons sur la France, c'est assez simple. C'est un pays qui a une excellente recherche mathématique. On est deuxième au monde en termes de signes de distinction et de qualité et de valeur actuellement. Les médailles, les grandes conférences au Congrès mondial de mathématiques, etc., etc. Nous sommes seconds et c'est une place formidable, extraordinaire. Et nous avons ici un certain nombre de ceux qui constituent la ligne de front de la recherche du plus haut niveau. Je n'aurais jamais travaillé sur les mathématiques si je n'avais pas eu comme collègue ici au Collège de France mes chers amis et collègues mathématiciens. Donc je leur rends hommage aussi à travers ce travail, mais je prends mes risques, évidemment. Donc nous avons une école de recherche et un type de recherche qui est formidable. Et nous savons aussi, malheureusement, je vais donc le rappeler brièvement, enfin je viens de le faire, mais ensuite je vais montrer ce qui ne va pas, c'est-à-dire la situation préoccupante des mathématiques. Je le ferai assez vite aussi parce que, hélas, c'est un peu déprimant et qu'il ne faut pas se déprimer trop tout de même. Et puis, je m'intéresserai ensuite à ce que c'est que le périscolaire et j'en viendrai à analyser cette affaire d'effort à travers la réussite exceptionnelle de pays qui ont une culture de l'effort, pour certains une culture confucéenne de l'effort et de l'éducation. Et puis, je me demanderai, et je donnerai des preuves de cette affaire-là, de quoi exactement dépend la réussite des capacités cognitives, de l'effort. Vous me direz d'un peu tout ça, mais vous verrez, il y aura quelques surprises. Et puis ensuite, j'en viendrai à une analyse de cas. Nous avons travaillé sur beaucoup de concours avec mon équipe, récemment aussi sur le concours des jeunes mathématiciens, qui est un concours international, et puis aussi sur le concours général et sur les Olympiades internationales et les Olympiades nationales. Mais je ne vous présenterai aujourd'hui que les éléments sur le concours kangourou. Ce qu'on sait sur les derniers résultats de la situation française dans les épreuves d'évaluation TIMSS, qui est une évaluation internationale des performances en mathématiques. Ici, c'est sur le CM1, la France est là, donc la messe est dite. Et la France, en termes de niveau des élèves, les niveaux les plus avancés sont la bande la plus étroite par rapport aux pays comparables, enfin auxquels on les compare, l'Union européenne et l'OCDE. Et vous voyez que la situation est assez, pour le coup, est assez nette et sans beaucoup de discussion, et c'est une évolution continue plutôt vers le déclin. Ça, c'est la classe de quatrième. Vous voyez que les pays d'Asie du Sud-Est sont en tête, très, très, très largement, et la France est ici. Elle est avant-dernière, non, avant-avant-dernière, le Chili est tout en bas. Et là encore, les résultats, la distribution des niveaux, le niveau avancé, c'est là, et le niveau le plus faible est ici, et vous voyez que par rapport à des pays auxquels on les compare, le CDE et l'Union européenne,
voyez qu'on a une toute petite frange de très bonne performance, mais malheureusement, une frange beaucoup plus large, presque la moitié des élèves se situe au niveau le plus bas ou au niveau bas. Donc c'est vraiment problématique à tous égards. Là, je vous fais apparaître ce que nous avons regardé avec Colombe encore hier, à vrai dire. On distribue les scores en quatrième en fonction de la moyenne. La France est là en moyenne, ça correspond au score que je vous ai montré tout à l'heure, et en fonction de l'écart type, c'est-à-dire la dispersion des résultats. Il y a des pays où les inégalités de réussite sont très fortes, et très fortes, et d'autres où ils sont très resserrés. Et bien voilà, nous avons un pays, la France, qui se situe en bas des deux côtés, c'est-à-dire à la fois en moyenne qui n'est pas bien placée, et en écart type, c'est-à-dire un pays qui est homogène dans la moyenne. Et ça, c'est un résultat intéressant, je trouve. Dans les grandes discussions sur l'éducation, vous avez toujours la même discussion qui est l'équité, c'est-à-dire l'égalité des chances, l'efficacité et le problème de la production des performances, évidemment. Comment est-ce qu'on s'y prend pour avoir les deux objectifs en même temps? Eh bien, nous avons choisi, ou nous produisons quelque chose qui est la compression de la performance vers la moyenne, avec peu de dispersion et une moyenne faible. Il y a un recteur qui vient de publier un livre, M. Christophe Querero, qui a été recteur de l'Académie de Paris, qui a donné une interview au Monde pour dire « Je suis pour une école moyenne ». Eh bien, il l'a, voilà, elle est là. Et ce n'est pas la peine de se donner beaucoup de mal, elle est déjà là. Et regardez ce qui se passe pour les pays qui sont... Et vous avez ici toutes sortes de pays qui ont participé à Teams, et vous avez ici les pays qui sont au plus haut en score, aux évaluations, Taïwan, la Corée, Singapour, Hong Kong, le Japon, qui ont tous des scores évidemment de dispersion plus élevés, mais aussi des scores de réussite qui sont plus élevés. C'est un des très grands problèmes, c'est est-ce que la performance va jusqu'à quel point avec les inégalités de performance? Est-ce que le niveau moyen d'un pays peut être élevé, mais avec un niveau de performance ou un niveau d'inégalité en performance qui est assez élevé aussi, ou qui n'est pas le plus élevé? La Turquie, qui essaie d'améliorer son système éducatif, a un niveau d'inégalité spectaculaire. Donc voilà, mais elle a progressé. C'est un résultat important, et vous pouvez l'illustrer encore d'une autre manière. Ici, vous avez la distribution des pays par la moyenne et la part des élèves de niveau insuffisant, c'est-à-dire très bas. Vous voyez, la courbe est flagrante, la France se situe ici. Plus vous avez d'élèves de niveau bas, plus votre performance, évidemment, décroît, c'est-à-dire elle se situe ici, et moins vous en avez, bien sûr. Et la même chose dans l'autre sens, le niveau élevé, et ce sont des pourcentages. Donc, vous avez des pays qui ont plus de la moitié ou presque la moitié d'élèves qui sont au niveau le plus élevé. Ce sont des inégalités énormes. Donc l'éducation est devenue un bien mondial, et la période où des pays émergés étaient encore en développement, comme la Chine, elle est terminée à travers l'éducation. C'est un enjeu absolument majeur au plan mondial. Et tous ces pays se font maintenant concurrence aussi à travers tout ce que produit évidemment le capital humain en termes de richesse, de croissance économique, etc. etc. Quand je regarde les PISA sur 2003-2022, vous voyez, la leçon est la même. Les filles et les garçons qui sont en difficulté, leur nombre augmente, et les garçons et les filles les plus performants, leur nombre, leur taux diminue. Donc, nous avons de quoi nous inquiéter. Alors, face à cet état dégradé de la situation des mathématiques en France, du moins du point de vue scolaire, quels sont les remèdes? Ici, nous avons un programme de conférences qui évidemment s'intéresse beaucoup à toutes ces questions, et nous abordons progressivement des questions de formation des enseignants, de programmes d'enseignement, de méthodes pédagogiques. Nous entrons à une conférence sur Singapour, le Graal, est-ce que c'est transposable, etc. Sur les manuels scolaires, je vous rappelle les travaux du Conseil scientifique d'éducation nationale que préside notre collègue Stanislas Dehaene, mais aussi les initiatives donc, du programme Agir pour l'éducation. Stéphane en a présenté
présenté dans la dernière conférence. Et puis, il y a de multiples initiatives locales ou supralocales, si elles essaiment, d'associations, d'enseignants qui essayent, qui se donnent beaucoup de mal pour secouer les choses. Et il y a un développement de production par des plateformes, des startups. On a eu accès avec mon équipe à des plateformes qui font de l'entraînement aux mathématiques. Et si vous avez les données, vous voyez ce que c'est que s'entraîner aux mathématiques. Quel est le niveau d'effort qu'il faut y consacrer de manière continue ou discontinue. Bref, en revanche, tout ça, ce sont des enjeux évidemment majeurs pour agir, pour remédier, mais nous ne savons pas grand-chose, à la différence d'autres pays, et nous ne savons pas grand-chose de ce qu'est le périscolaire et ce que j'appelle les pratiques ludo-mathématiques. Le jeu, la dimension de jeu est très importante. La définition officielle du périscolaire, celle que j'ai empruntée au ministère, c'est les activités qui sont l'ensemble des actes, des occupations et des travaux qui se déroulent autour de l'école. Ce sont des activités qui, sans s'insérer dans le cadre de l'enseignement, complètent la formation physique, morale ou intellectuelle visée par l'enseignement dispensé. Autrement dit, on est en situation de synergie possible. Et on va voir jusqu'à quel point cette affaire est réalisée. Le thème du périscolaire avait été mentionné par le fameux rapport Villani-Torossian de 2018, 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques, et il citait explicitement le périscolaire comme un enjeu majeur d'un espace de liberté permettant une approche non scolaire, etc. Vous avez des citations que vous retrouvez dans le rapport qui est en ligne, et il y a une série de recommandations, des partenariats avec le périscolaire, le développement de ce secteur, pérenniser, recenser les clubs, favoriser l'inscription des élèves et des classes à des ateliers de recherche, des concours de mathématiques et d'informatique nationaux et internationaux, organiser une journée festival des jeux, etc. Et donc impliquer systématiquement le périscolaire dans les projets d'établissement et les contrats d'objectifs. Ça va très loin, c'est très ambitieux. Eh bien, le résultat de tout ça, 0. Hélas, je dois dire, le périscolaire a été brillamment défendu dans ce rapport et ensuite il a disparu des radars complètement. Ou alors je suis mal informé. Je ne demande qu'à être mieux informé. Je crois que je ne suis pas tout à fait loin de la vérité, mais si vous pouvez me démentir, je serais absolument ravi. Je veux dire en termes de plan d'ensemble qui correspond à une série de ces recommandations. Bon, on sait que les rapports ont souvent une efficacité incertaine, mais voilà. Alors, il est question de compétition. Ici, j'ai repris une liste de compétitions que vous trouvez sur Wikipédia, je crois. Il y en a énormément, des compétitions. C'est tout à fait passionnant. C'est une énergie de travail scolaire et périscolaire et mathématique qui est incarnée dans toutes ces compétitions, dans beaucoup de pays différents. Rhode Island Math League, etc. Vous avez des compétitions en Corée, partout, dans beaucoup d'endroits, vraiment dans beaucoup d'endroits, c'est tout à fait frappant. Et si on fait une typologie de ces concours et de ces compétitions, il y a des concours sélectifs qui servent à détecter, à former, à détecter des talents mathématiques. J'ai parlé des Olympiades internationales, des Olympiades françaises. Il y a le tournoi français des jeunes mathématiciens, celui qu'on étudie aussi, et son équivalent international. Il y a le concours général des lycées et des métiers, qui est strictement scolaire. Et il y a des associations comme l'association Animat qui s'occupe beaucoup d'entraîner, de former les jeunes qui sont sélectionnés pour ces fameuses Olympiades. J'aurai l'occasion de le redire, mais les Olympiades mathématiques sont dominées par la Chine, la Corée, le Japon et les États-Unis qui essaient de se glisser au milieu, mais vous verrez tout de suite de quoi il s'agit. Ça, c'est des concours sélectifs qui procèdent pour former, entraîner des jeunes. Il y a des concours grand public. Je vais parler beaucoup du concours kangourou des mathématiques, mais le prochain est passé le 20 mars. Et il y a un concours qui s'appelle Drôle de maths qui a été passé le 17 mars. Il y a une concentration sur le mois de mars. Il y en a un autre, le concours Pangea, qui est passé du 10 au 16 mars. Vous voyez, ça bouscule. Évidemment, il vaudrait mieux que tout le monde ne se présente pas au même. Il y a même des concours,
régionale d'Île-de-France de l'APMEP, l'Association des profs de mathématiques, etc. Il y avait un concours franco-chinois de mathématiques, je ne sais pas s'il existe encore. Voilà. Et puis, il y a des distinctions compétitives. Les matheux, comme les autres scientifiques, ont des manières de se lancer à la fois des conjectures, mais aussi de sélectionner des jeunes talents, le prix Fermat, le prix de la Société mathématique de France. Et puis ici même, nous avons célèbre la fondation, le cours PECO, qui sélectionne des jeunes mathématiciens qui viennent faire cours ici. Et parmi les lauréats, vous avez une pléiade de médaillés Fields. On peut faire pire. Voilà la situation. Alors, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des Olympiades. Regardez qui sont les vainqueurs des Olympiades de 2019. Ils ont partagé la première place avec la Chine, c'était les États-Unis, mais leurs visages sont à l'image de ce que c'est que la réussite des Asian Americans aux États-Unis. Ce sont des enfants d'immigrés du sud-est asiatique. La chose est à peu près la même pour les vainqueurs des Olympiades de chimie. Ils ont les mêmes caractéristiques et ils sont fiers d'étendre le drapeau américain. Je ne sais pas s'ils le feraient dans les mêmes conditions aujourd'hui, mais enfin bon. Et ils ont les mêmes caractéristiques ethniques, on pourrait dire. Et ici, vous avez les résultats du concours de programmation du MIT. Le MIT gagne au concours et voilà les vainqueurs. Vous avez leur nom ici. Et j'en ai encore une qui est le concours, un concours difficile pour les undergrads, je crois, aux États-Unis, donc les étudiants. C'est le Putnam Math Competition de 2025. J'ai trouvé ça sur les informations que donne le MIT. Et le MIT a une fois de plus gagné. C'est probablement la première grande université scientifique du monde. Et voilà le nom des vainqueurs. Il y a quelqu'un qu'on retrouve à plusieurs reprises dans nos bases, qui s'appelle M. Luc Robitaille, mais les autres ressemblent plus à ceux que je vous ai présentés déjà. Et donc, il y a là quelque chose qui va nous parler. Quand on regarde la réussite aux entrées à MIT, l'entrée à MIT est extraordinairement sélective, puisque au Scholarly Aptitude Test en mathématiques, ils sont 100% à avoir le maximum. Donc, voilà. Et quand vous regardez qui sont les étudiants du MIT, eh bien, la majorité, enfin, le groupe le plus nombreux, le MOD, comme on dit en statistique, ce sont des Asian non-Hispanic. Donc, il y a toutes sortes d'indices convergents. Ici, vous avez le résultat au SAT en général et pas simplement au MIT. Et vous avez en gris les Asian Americans. Et ils dépassent tous les autres par ethnie, comme le font beaucoup de statistiques américaines. Et là, c'est la distribution des meilleurs. Vous voyez que les Asian Americans qui sont en bleu foncé sont 60%. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et ça m'intrigue. En France, nous avons des travaux qui montrent qu'effectivement, la réussite scolaire des élèves issus de l'immigration du sud-est asiatique a été assez bien documentée par certains travaux. Je les cite ici, et puis je cite une régression logistique, j'en donne qu'un extrait, qui montre que, toutes choses égales par ailleurs, je ne détaille pas toutes les variables, mais les enfants de l'immigration du sud-est asiatique sont meilleurs en mathématiques que les autres de manière extrêmement nette. Donc, et nous avons ici une enquête qui est menée au collège par mon équipe, par Manon Laurent, Florence Lévy et Colombe Saillard, sur la réussite des élèves issus de l'immigration chinoise en France, et simplement en décomposant davantage qui sont ces élèves, ou ces élèves venus de Chine, mais il y a différentes parties de la Chine et des origines sociales très contrastées, etc. Donc on veut aller plus loin. Et on le fait avec le soutien du programme Agir pour l'éducation et donc de la fondation du Collège de France. Et tous ces indices que je vous donne vont m'entraîner vers la question de l'effort.
vous allez comprendre très vite pourquoi. L'effort, c'est un mot qui figure dans le titre de mon exposé et qu'il faut prendre en sérieux. Il y a toutes sortes d'appels à l'effort, les Français ne travaillent pas assez, etc., comparés aux autres, des ouvrages, la flemme française, enfin bon. Mais c'est une boîte noire parce qu'il faut qualifier les problèmes. L'effort, il se mesure en quantité, mais il se mesure aussi en qualité. Cette histoire est très longue, elle remonte à Aristote, et je vous donne ici une formule qui résume assez bien l'esprit de ces raisonnements philosophiques qu'on trouve chez Aristote, Hegel, même Marx, le jeune Marx ou Hannah Arendt. C'est « sans travail ni effort, je ne sais même pas de quoi je suis capable ». Et voilà. Et Marx disait vaincre la difficulté est une affaire très sérieuse et elle nous permet de savoir exactement de quoi nous sommes capables. C'est évidemment pourvu que cet effort et cet apprentissage qui le conditionnent permettent de développer une personnalité. Alors il y a dans la dimension d'effort, il y a la persévérance, bien sûr, celle de Ego, l'individu, mais aussi celle des pairs. Il y a un travail très intéressant qui a été publié récemment. Je donne la citation, enfin le titre ici, c'est les élèves qui ont des pairs qui eux-mêmes sont persévérants, sont plus persévérants. Et ça, autrement dit, la persévérance, c'est comme la discipline en classe, c'est un bien à externalité positive, c'est-à-dire un bien dont tout le monde peut profiter et pas seulement soi-même. Et vous mettez l'inverse en jeu et vous comprenez que c'est négatif. Il y a évidemment la résilience face à l'échec, ce qu'on peut appeler aussi grit, c'est-à-dire la niaque, le courage, la résolution. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus étudiées et qui sont maintenant entrées aussi dans les indicateurs de grands organismes comme l'OCDE. Il y a la capacité d'apprendre à apprendre, j'en ai parlé dans mon cours à l'automne, il y a des travaux formidables de James Heckman sur ces questions-là. Tout ça se déclenche très tôt dans l'existence des individus et donc ce sont des ingrédients essentiels pour développer sa capacité d'effort, c'est de savoir qu'est-ce que je peux apprendre en me donnant, en réalisant des efforts. Il y a un autre point qui est tout à fait essentiel, qui est l'orientation à long terme. Là encore, quand on a fait des analyses qui existent et qui sont très convaincantes, il y a des pays où les individus sont majoritairement, ou plutôt plus nombreux, à s'orienter vers des buts à long terme. C'est-à-dire, je ne suis pas gratifié immédiatement, mais je sais développer un investissement sur le long terme. Et l'école, c'est exactement ça. C'est un investissement sur le long terme. Et il ne suffit pas d'avoir une collection instantanée de bonnes notes, il faut penser à l'horizon long. De même qu'un métier intéressant est un métier qui a un horizon long. Et donc, il faut savoir accepter et développer le sens de la gratification différée. Il y a un autre point qui est tout à fait essentiel, qui s'appelle le growth mindset, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a un certain nombre de choses qui dépendent de moi directement. Je vais y revenir tout de suite. Et ça figure par exemple dans l'enquête PISA de 2023. La question de l'estime de soi est un ingrédient essentiel, là aussi étudié à partir des sources internationales. Évidemment, on dira que l'effort dépend des ressources dont on dispose, les ressources des parents et qu'ils mettent à la disposition des enfants, l'exigence des parents. Là, il y a une courbe en U inversée. Beaucoup d'exigences, du moins une quantité suffisante d'exigences, permet à l'enfant de se donner le mal suffisant, mais trop d'efforts peut poser des problèmes, trop d'exigences peut poser des problèmes. Et puis, bien sûr, il y a l'action des enseignants et enfin, le rendement des diplômes. J'ai parlé dans mon cours, et je peux en dire juste un très bref mot maintenant, il y a des élèves qui disent à quoi bon ? À quoi bon si la société ne produit pas une croissance économique suffisante pour mettre en face des diplômes des emplois de l'espèce qui correspond aux qualifications, il y a un sentiment de déclassement possible et une perte d'espérance dans le fonctionnement du mécanisme. C'est très très frappant quand on regarde le dernier demi-siècle ou un peu plus. Voilà. Et puis maintenant, je vais regarder si je peux trouver une preuve de ce que vaut l'effort.
Et je vous la donne ici à travers les travaux qui existent sur la réussite des Asian Americans. Et on a, je vous les cite ici, mais je vais vous donner tout de suite le raisonnement. Ici, vous avez l'écart entre les Asian Americans aux États-Unis et les Blancs en termes de performance scolaire et au long de la scolarité. Et vous voyez qu'ils sont au-dessus. Ils sont vraiment au-dessus, ils font la différence, ils sont meilleurs. Et maintenant, on va décomposer en deux éléments. Les aptitudes cognitives, est-ce que c'est ça qui fait la différence? On a des instruments pour la mesurer. Pareil pour les différents niveaux scolaires. Et vous voyez que la situation est très différente, c'est-à-dire que les aptitudes cognitives ne sont pas on le voit en plus à travers la courbe qui est tracée au long de la scolarité, elle est plutôt déclinante, ce n'est pas elle qui va faire la différence. En revanche, le niveau d'effort qui est mesuré par l'interrogation des enseignants sur l'intensité d'effort que peuvent réaliser les élèves, ça fait la différence. Et c'est tout à fait flagrant. C'est une courbe montante et qui crée une différence très importante avec le niveau qui est représenté ici des élèves d'origine blanche, des caucasiens, comme on dirait aux États-Unis. Quand on va expliquer les choses qui sont attribuables aux aptitudes cognitives et aux efforts scolaires, ici vous avez le niveau de l'effort et ici vous avez l'aptitude. Et tout ça est fait avec des régressions. Donc on contrôle beaucoup de facteurs qui peuvent influencer tout ça, y compris l'établissement. Pareil, en faisant la même opération statistique, on regarde ce qu'expriment les élèves. Est-ce que vous pensez que vous êtes né avec une aptitude qui vous permet de réussir en maths? Et ils disent, les élèves, tout ce qui est en dessous de la ligne, c'est un avantage. Enfin, ce sont des élèves qui répondent non, majoritairement, d'élèves d'origine Asian American. Et croyez-vous que vous pouvez apprendre les maths? Là, ils sont meilleurs ils y croient davantage que les blancs. Est-ce que les parents ont une attente à l'égard de votre réussite? Pareil, le score est supérieur à celui des Blancs. Donc, je ne crois pas que je suis né, ou je crois beaucoup moins que je suis né avec une aptitude, mais je sais que je peux apprendre et je sais que mes parents m'attendent. Et ensuite, il y a une autre question qui montre que c'est le bien-être subjectif. Est-ce que vous vous sentez bien? Là, les Asian Americans travaillent plus, mais il y a une contrepartie. Voilà, tout n'est pas toujours rose. Et on a moins de temps à passer avec les amis. Et on se sent peut-être un peu moins proche de papa et de maman parce que c'est, comme disait un de mes collègues, la mère persévère et le père est sévère aussi peut-être. Et voilà, c'est l'attente des parents qui est là. Et se sentir bien. Mais j'ai parlé de l'état d'esprit, du growth mindset. En fait, il est là, dans ces deux variables-là. Et ça nous dit la chose suivante. Quand vous avez un état d'esprit fixe, vous pensez que l'effort est un signe de faiblesse, vous choisissez plutôt des défis faciles, vous pensez que si vous échouez, c'est à cause des autres, ou alors que vous n'avez pas assez de capacité, mais ça vous décourage. Et les stratégies, c'est plutôt l'abandon, le sentiment d'impuissance ou le « à quoi bon ». On ne veut pas en savoir davantage, et donc on est sur les défensives. Quand on a un état d'esprit de croissance, c'est fait d'après des travaux de Carol Dweck et Jaeger, je crois que Stanislas a déjà cité, on a des dispositions très différentes. On considère que l'effort est une composante à part entière de l'apprentissage. C'est une sorte de culture confucéenne de l'effort, si on veut. Il y a des objectifs de maîtrise, on diagnostique sa propre responsabilité, on redouble d'efforts quand il faut avoir une stratégie, et on veut une information sur ce qui se passe. Et ça, ce sont des variables clés qu'on retrouve dans les enquêtes de PISA. Vous voyez que la France, en France, on a un fixed mindset qui est majoritaire et un growth mindset qui est minoritaire, alors que dans des pays qui ont une réussite en mathématiques supérieure, eh bien, les données sont inversées et il y a un état d'esprit qui est porté vers je vais y arriver. Ça, c'est un point essentiel. Alors voilà. Ce sont des moyens d'analyser ce que vaut l'effort, si vous voulez. C'est mon but.
Ensuite, la question est de savoir quelles sont les ressources pour augmenter l'effort. Alors, il y a des ressources parascolaires qui sont le soutien familial, les cours particuliers, ce qu'on appelle aussi la shadow education. On a des enquêtes, je vais vous montrer tout de suite. Avec Colombe, on a regardé ça tout récemment. C'est elle qui a surtout regardé. On a des enquêtes de Teams 2015 et 2019 qui posent la question, est-ce que vous, les élèves que nous interrogeons, vous prenez des cours supplémentaires ou pas ? La question a disparu en 2023, c'est un peu dommage. Et il y a d'autre part le périscolaire. Ça, je vais en reparler, mais je vais tout de suite vous montrer ce que disent ces cours, ces extra lessons. Ici, vous avez, ça porte sur les élèves de CM1 déjà, et vous voulez savoir s'ils prennent des leçons supplémentaires parce qu'ils ne sont pas très bons pour l'ensemble des élèves ou parce qu'ils sont très bons. Et vous voyez qu'en France, on prend peu de ces leçons-là, le pourcentage n'est pas très élevé, c'est surtout pour les élèves qui sont ici, qui ne sont pas très bons, surtout dans une mesure très relative, alors que les élèves très bons n'en prennent pas beaucoup, alors que c'est exactement l'inverse au Japon et à Singapour. Alors là, c'est quand même une sacrée surprise. Je veux exceller, c'est pour exceller. Et ici, c'est pour rattraper les élèves de Singapour et du Japon pour me mettre au niveau. Ils en prennent moins parce qu'ils sont très bien, ils sont très haut niveau. Les Français en prennent davantage pour rattraper, mais dans des proportions pas très élevées. Mais c'est ce résultat-là qui est le plus surprenant. Pour exceller, je vais encore prendre des cours supplémentaires et pas pour simplement rattraper mon niveau. Et on a regardé pour le résultat pour 2019, et cette fois-ci en classe de 4e. Ici, vous avez en OPS6 pour se maintenir et en ordonnée pour exceller. Et vous voyez que les pays dont j'ai parlé, Japon, Taïwan, Singapour, la Corée, se situent là. Ils prennent beaucoup de cours à la fois pour exceller et pour se maintenir. Parce que c'est un enjeu énorme. La France est, voyons, je ne sais plus, elle est là, la France est là, donc on ne s'en occupe pas beaucoup. Ici, vous avez la part des élèves qui prennent des cours, pas de cours particuliers, moins de 4 mois, 4 à 8 mois, plus de 8 mois, donc je ne vais pas détailler, mais plus de 8 mois, c'est tout à fait frappant. L'investissement, il est très important pour ces pays-là dont je viens de parler, comme le Taïwan ou bien Singapour, la Roumanie aussi, et voilà. Et la France est là. Et maintenant, on se demande si ça a une influence sur les résultats. Eh bien, ça en a une, surtout quand on en prend beaucoup. Même quand on en prend beaucoup, dans des pays où les résultats sont déjà très élevés, il y a un effet. Et à droite, Colombe a calculé l'écart entre ceux qui ont suivi plus de 8 mois de cours particuliers dans l'année et les autres. Eh bien, ça fait une différence considérable dans ces pays dont j'ai parlé, mais d'autres aussi. Ici, il n'y a pas de différence, parce que c'est certainement des cours de rattrapage. La France est là, et ce n'est pas pour exceller. Ici, il y a les deux, mais c'est aussi beaucoup pour exceller. C'est un point, puisque Stan a un programme qui s'appelle Excello, on peut lui soumettre ces données. Et ensuite, on peut regarder les ressources éducatives des familles. Sont-elles associées à la prise de cours supplémentaires? En rouge, vous avez des familles qui ont beaucoup de ressources. En bleu, une certaine quantité de ressources. Et en vert, pas beaucoup de ressources. Et vous voyez que le recours au soutien scolaire est beaucoup plus associé à des soutiens, à des ressources éducatives familiales importantes quand on veut atteindre un niveau élevé. Donc c'est une sorte d'avantage cumulatif. J'ai des parents qui ont des ressources et qui en plus vont pousser les enfants. Et donc ça, c'est un mécanisme. C'est un des moyens, mais il y en a un autre qui n'est pas payant, sauf 3 € pour ce concours de mathématiques. Ça coûte 3 € pour s'inscrire.
Ce concours, dont l'Éducation nationale, le ministère sur son site mentionne l'existence en le présentant ainsi, de manière ludique, il est organisé à l'initiative des équipes éducatives. Il désigne un correspondant kangourou de l'établissement chargé de recevoir les courriers envoyés par les éditions de Kangourou, etc. Et les inscriptions au jeu concours se font par l'intermédiaire d'un enseignant, ce qui est très important. Les enseignants jouent un rôle majeur. C'est un concours qui a été inventé en Australie, vous avez quelques détails ici, et qui a été importé en France en 1991 par André Delody, qui est un de ses collègues, Jean-Pierre Boudine, et qui se présente sous forme de QCM à travers une série d'épreuves que je vais rapidement détailler. Ce concours a eu le prix, tout de même le prix d'Alembert de la Société mathématique de France en 1994. C'est un prix qui récompense des initiatives pour permettre de diffuser les connaissances des mathématiques. Il a en gros à peu près 6 millions de participants dans environ 80 pays. Donc c'est un concours, c'est le plus populaire de tous les concours de mathématiques. Donc on a, je vous le présente, je crois que les chiffres sont un peu plus élevés que ça. Il y avait en 2024, je crois un peu plus que 223 000, peut-être un peu plus, 250 000 ou un peu plus. Et l'épreuve est d'une épreuve donc le 20 mars, il se passera ça, 50 minutes, et un questionnaire à choix multiple de 24 questions, 16 pour les CE2, de difficulté croissance. Vous verrez qu'on va avoir des surprises, pas de calculatrice, et des sujets distincts, mais par couple. Le même sujet est donné au 6e et au 5e. Vous pouvez comparer la maturité des élèves en fonction de l'âge. Très intéressant. 4e et 3e, la voie professionnelle. On va présenter un travail qu'on fait en ce moment avec Colin Marchica sur la voie professionnelle, sur ce concours kangourou aux journées que font des inspecteurs de mathématiques. Bientôt, on va leur parler de ça. Et il est temps de s'intéresser aussi aux enseignements professionnels. Et je vous donne ici quelques exemples de questions. Quelqu'un m'a écrit, un mathématicien m'a écrit en me disant « Oui, mais le concours kangourou, ce n'est pas vraiment des maths. » Eh bien, essayez de résoudre la dernière question qui permet de départager les meilleurs en 6e, 5e. Quelle est la 2024e décimale de 1/13e ? Voilà, je vous donne ce petit travail mental à faire dans les 5 secondes. Et ici, vous avez toutes sortes, tout ça est en ligne, hein, vous pouvez le trouver, mais ça n'est pas si simple, croyez-moi. Et moi, j'admire les gamins de 6e, 5e qui obtiennent le maximum. Et on va voir ce que ça va donner. La mécanique est assez simple. Il y a 17 niveaux de classement différents. Il y a un classement, c'est assez malin comme concours. Il y a un classement crack. Voilà, vous avez des bonnes réponses qui rapportent 3 ou 4 ou 5 points en fonction du niveau de difficulté. Mais vous perdez des points si vous avez donné une mauvaise réponse. Vous perdez un quart de la valeur du point que vous pouvez espérer pour cette réponse en fonction de sa difficulté. Et si vous ne donnez pas de réponse, c'est 0 point. Pour éviter que les élèves aient moins que 0, on leur donne un capital de départ de 24 points pour que s'ils le consomment intégralement à travers des erreurs, ils tombent à 0, mais ils ne tomberont pas en dessous de 0. Donc, ça préserve tout de même l'estime de soi, sachant que, comme vous l'avez vu, les réponses ne sont pas aussi simples que ça. Et puis, il y a un autre classement qu'on n'a pas assez regardé, qui est le classement prudence, mais sur lequel on a des données, on a fait des travaux, mais j'ai été moins attentif à ça. C'est le nombre de réponses justes avant la première réponse fausse. Et ça permet de départager les élèves qui sont arrivés ex aequo. Nous avons eu la chance de pouvoir nouer un partenariat avec les responsables de ce concours et nous avons exploité des données exhaustives sur 17 années de concours, ce qui n'est pas banal, ça fait plusieurs centaines plusieurs millions de données sur les élèves qui ont passé ces concours. Mais nous avons aussi voulu savoir qui parmi les enseignants le connaissait, ce concours. Et Colombe Sayard a lancé une enquête auprès des enseignants du secondaire pour connaître leurs attitudes à l'égard des différents concours, y compris de celui-là. Et voilà ce que donnent les résultats. Nous avons eu 557 réponses valides. Vous avez ici les caractéristiques des répondants. Et
nous nous sommes assurés que l'échantillon était à peu près représentatif de la population des enseignants, du moins telle que nous pouvons la connaître. Et en dépit d'un score de réponse qui n'est pas mirobolant, mais qui est solide, la représentativité est satisfaisante pour que nous accordions du crédit à l'enquête. Et l'enquête dit ceci. Est-ce que vous connaissez les différents concours qui sont cités ici? Kangourou, 94%, donc les enseignants le connaissent, l'éducation nationale fait son travail. Le concours général, ça chute spectaculairement, moins de 50%. L'Olympiade nationale, 57%, et la Coupe Animat, 12%. Quand on demande aux enseignants s'ils inscrivent leurs élèves, le concours Kangourou, qui est très connu, ne recueille que la volonté d'inscrire de 36% des enseignants. Donc, si les responsables du concours m'entendent, ils ont de la marge de progression. Le concours général, c'est 1/3, et les Olympiades, c'est 40%. Voilà. Et donc, ensuite, on demande, mais qu'est-ce qui caractérise le concours le plus populaire, le concours Kangourou? Et immédiatement, la réponse très majoritaire, c'est un concours ludique. C'est exactement ce après quoi je suis. C'est cette dimension de jeu. Relisez ou lisez le très grand livre de Roger Caillois, Les jeux et les hommes, qui classe les différents jeux. Et vous verrez que un concours comme celui-là, c'est un concours qui est à la fois ludique et agonistique. On ne se tire pas dedans, mais on a le plaisir de la compétition pour y arriver. Et certainement aussi un concours qui sollicite énormément la valeur de paideia, d'apprentissage. Mais la dimension ludique est extraordinairement présente. Ensuite viennent des qualités non scolaires, la valorisation des maths, le plaisir, se confronter à des maths difficiles. Vous voyez, les scores sont décroissants. Détecter des brillants, non, ça n'est pas vu par les professeurs, ce n'est pas l'objectif principal. Ensuite, on a demandé ce que valorisait exactement ce concours. On voulait savoir comment les profs se représentent tout ça. Et ils disent majoritairement, très majoritairement, à presque 90%, ça valorise d'abord l'astuce. Donc, ce n'est pas le programme, ce n'est pas des maths scolaires, on fait un peu plus, c'est 1 heure de plus d'apprentissage scolaire. Non, ça valorise l'astuce. Et il faut s'y entraîner parce que l'astuce, c'est un petit muscle, il faut l'entraîner, il faut y arriver. Ensuite, ça valorise beaucoup moins la rapidité, le talent, ce qu'on peut mettre dessous, la rigueur, les connaissances scolaires, vous voyez, ça descend très vite, et les qualités de rédaction. Donc, les profs savent très bien ce que c'est que cette affaire de concours. Il y a 2 modalités principales d'inscription à ce concours, c'est inscrire les élèves dans leur ensemble, ce que font 25% des professeurs qui inscrivent, et inscrire sur la base du volontariat. Et moins d'une dizaine d'enseignants évoquent le niveau de mathématiques des élèves pour dire « je vais être sélectif ». Et maintenant, parmi les motifs de non-inscription, de non-participation, on a notamment des raisons personnelles dont on ne connaît pas la nature exacte, mais surtout le prix qui vient après. C'est pourtant un effort assez modeste de 3 €, mais voilà. Voilà ce que dit l'enquête. Alors, notre travail, lui, il a porté sur ces années 2006-2014 pour savoir qui participe, donc l'évolution au fil des années dans les classes, quels sont les établissements qui participent, quelles sont les classes. Vous verrez qu'il y a de très fortes différences dans les établissements publics ou privés par niveau scolaire de l'établissement mesuré à travers la réussite au brevet et par indice de position sociale, c'est-à-dire la caractéristique socio-scolaire des établissements. Et puis, nous voulons savoir aussi, dans les établissements qui participent, combien d'élèves participent. Et ensuite, on regardera la mécanique d'attribution des points et l'effet du Covid, qui est assez intéressant. Il y a aussi le problème de savoir comment les élèves s'amusent avec ce concours, comment ils s'y prennent exactement. Je vais vous montrer des graphiques qui sont très parlants. Et puis enfin, l'analyse des scores. Alors,
voilà le taux de participation global sur les années 2006 à 2024. En ordonnée, vous avez des dizaines de milliers, ça monte jusqu'à 325 000. Et vous voyez, les taux sont très élevés. Enfin, c'est entre plus de 275 000 jusqu'en 2020. Et là, il y a eu un décrochage et ça remonte. Et ensuite, on regarde par niveau de classe. Vous voyez que l'essentiel des effectifs se situe ici, du primaire jusqu'à la 5e. C'est là que on peut dire que ça correspond assez bien au portrait ludique du concours. Les enfants s'amusent avant qu'ils soient submergés par des enjeux de réussite scolaire plus pressants. Et donc, le cœur du concours, il est là, dans cette partie de la scolarité. Tout en haut, nous avons troisième, seconde, la terminale, et puis des classes préparatoires qui sont très, très minoritaires, mais qui existent néanmoins. Et puis, ici, vous voyez le taux de participation au fil des années selon la classe, CM2, CM1, CE2. On voit que la participation est plus élevée en début de scolarité, et elle baisse un peu, et c'est la même chose pour la 6e qui est ici, en jaune. La 5e est là, donc il y a une perte d'énergie ludique dans l'inscription au concours. Et au lycée, c'est encore une fois la même histoire. En seconde, en première, les échelles ne sont plus du tout les mêmes. Ici et ici, les effectifs sont bien moindres. Mais ça donne une image où se situe le cœur du concours. Et en même temps, ici, certainement, prendront le relais maintenant déjà d'autres formes d'entraînement aux mathématiques, et elles existent, et croyez-moi, elles se développent à toute vitesse. Ensuite, on regarde le cas du collège, et on regarde le taux de participation des collèges à Kangourou selon le secteur, et on va voir, on a fait une base de données sur l'ensemble des établissements. C'était un boulot gigantesque. Et on en a extrait les établissements participants à Kangourou, qu'on a caractérisés, et on a le score en 6e. Le privé les établissements du privé sont plus nombreux à participer que ceux du public, mais les choses sont à peu près semblables en 3e. Les deux courbes se rapprochent, les deux niveaux se rapprochent. Ensuite, les élèves, ça c'est les établissements. Les élèves, ça fait combien d'élèves en tout? Il y a en 6e 10% d'élèves dans le privé qui passent le concours contre 4% dans le public. Et les scores sont encore les mêmes, donc la différence se maintient, contrairement à ce qui se passe pour les établissements. On va comprendre tout de suite pourquoi. En 3e, c'est 2,6% des élèves contre 0,76%. Donc les effectifs d'élèves sont beaucoup moins nombreux, mais la population scolaire est très très vaste. Ensuite, on peut regarder, ce sont des statistiques descriptives, combien d'élèves participent par établissement, et on a des statistiques qui ne donnent plus des moyennes, qui donnent des moyennes d'une part, mais aussi des nombres en fonction des déciles. Et il y a des établissements qui inscrivent beaucoup d'élèves, indiscutablement, et d'autres établissements qui n'inscrivent pas du tout tous leurs élèves. On a vu tout à l'heure les réponses à travers les professeurs. Ici, vous avez la distribution du nombre d'élèves qui participent en fonction du nombre d'établissements. Vous voyez que beaucoup d'établissements inscrivent un nombre limité d'élèves, et puis pour atteindre un score très élevé d'élèves, il faut 10% des établissements fournissent 12% des élèves de 6e, et 50% en fournissent 32%, et les autres 50% en fournissent 68%. Autrement dit, c'est très asymétrique. C'est une courbe très asymétrique. Je vais passer sur cette donnée-là, mais je vais vous montrer tout de suite qui sont les gros participants. Les 20 établissements qui font participer le plus grand nombre d'élèves. Il y a 15 établissements privés qui sont en blanc, et il y a 2 publics qui sont ici, le lycée Louis-le-Grand et le lycée franco-allemand de Buc,
qui est une perle du plateau de Saclay, qui a des scores mirobolants à tout, comme le lycée Louis-le-Grand, et puis des lycées internationaux, qui sont ici Madrid, Londres et le Koweït. On voit, et vous voyez le nombre d'années de participation est très très élevé. Sur 17 possibles, ce sont des établissements qui ont inscrit la participation à ce type de concours dans la culture de l'établissement. Et le nombre moyen de candidats par an est aussi très élevé par rapport à la moyenne de tous les établissements. C'est tout à fait spectaculaire. Toutes ces données sont très très convergentes, si vous voulez. Ensuite, on va regarder le taux de participation des établissements distribués en quintiles, en 6e et en 5e. Vous voyez que le privé fait beaucoup participer, les établissements privés participent beaucoup parmi ceux qui sont les plus nombreux à participer. Il y a un écart entre public et privé. Ici, ils sont classés selon l'indice de position sociale. Autrement dit, c'est une des affaires qui nous préoccupe beaucoup en France. Les établissements qui ont un public scolaire plus favorisé ou très favorisé, dans le public ou dans le privé, quels sont-ils? Les plus favorisés participent bien davantage que ceux qui sont les moins favorisés. Il y a des écarts significatifs. Les écarts entre public et privé diminuent à mesure que la nature des établissements est moins favorisée. Et c'est vrai pour la 6e, mais ça n'est plus vrai du tout pour la 3e, de la même manière. Donc il y a quelque chose qui change dans le comportement à l'égard du concours. Et voilà. Et là, c'est pour les élèves qui participent, dans les établissements qui participent. Combien d'élèves participent? Et il faut que vous reteniez ça parce que ça va jouer sur les scores tout à l'heure. Le nombre d'élèves qui participent dans le privé des établissements les plus favorisés est très élevé, alors qu'il est beaucoup moins élevé dans le public. Le public a un comportement différent, visiblement différent. Le concours ne fait pas partie de la même culture de l'établissement que dans le privé. Voilà. Ça, c'est... pardon. Et ensuite, on veut le mesurer à travers les résultats au brevet. Ici, vous avez les résultats d'ensemble au brevet entre 2006 et 2021. Vous voyez que les taux de mention augmentent au fur et à mesure que les années se déroulent. Ici, on le distingue entre le public et le privé. Le privé a plus de mentions au brevet que le public, qui est à droite. Ça, c'est des statistiques générales qui ne concernent pas Kangourou. Mais maintenant, on veut savoir la valeur scolaire des établissements et pas simplement sa valeur socio-scolaire ou sociale. On veut savoir s'ils participent davantage. Et on distribue les établissements par niveau de réussite au brevet en quartile, de nouveau. Et on voit que le privé participe davantage que le public en 6e, en fonction de la valeur qui est indiquée pour le brevet en 3e, et en 3e, c'est à peu près égal. C'est le même phénomène qui se passe. Il y a une transformation de l'attitude, il y a une baisse de toute façon, mais il y a une égalisation de la situation entre les deux secteurs. Pour ce qui est des élèves, en revanche, c'est toujours la même histoire. Les élèves du privé participent dans les établissements les meilleurs au sens scolaire du terme, participent bien davantage que ceux du public. Et c'est à nouveau vrai, c'est vrai en 6e et c'est vrai en 3e. Et c'est spectaculaire. C'est même beaucoup plus spectaculaire encore en 3e qu'en 6e. Donc, quelle est l'incorporation d'une culture ludo-mathématique dans la vie des élèves et la vie de l'établissement? Voilà une question qui peut être creusée à travers ce genre de données. Il faut que j'accélère. Maintenant, on a regardé, on a distribué l'ensemble des établissements scolaires français en fonction de leur IPS, l'indice de position sociale. C'est un gros travail statistique et on regarde non seulement leur IPS en abscisse, mais aussi l'écart type, c'est-à-dire l'hétérogénéité des établissements. Plus ils sont élevés, ils se situent haut, plus les établissements sont hétérogènes socialement. Et c'est ce qu'on voudrait, c'est ce que voudrait
partie de la politique publique, c'est la mixité socio-scolaire. Elle se situe là-haut. Et plus vous êtes en bas, plus la mixité est faible. Et on va regarder ensuite qu'est-ce que ça veut dire en termes de brevet. Alors on a fait un calcul pour mesurer la réussite au brevet en fonction de la position sur cette courbe pour l'ensemble des établissements. Et on voit qu'en troisième, les établissements du public et du privé ont une meilleure réussite quand ils sont situés plus loin dans l'IPS, mais aussi plus haut, enfin dans une mixité moindre, dans le privé comme dans le public. Il n'y a pas de doute. Maintenant, on va aller voir, et les mentions, maintenant c'est pour le concours Kangourou tout seul, les établissements qui participent. Et on a regardé leur taux de mention pour savoir ce que ça donnait. Le public est meilleur pour cette tranche-là, c'est distribué en quintile, mais à l'extrémité des établissements du public et du privé les plus sélectifs socialement, vous voyez que les établissements du privé sont meilleurs au brevet. Maintenant, on veut regarder ce que ça donne en termes de score. Alors, il faut comprendre le score. J'ai rappelé tout à l'heure ce que sont les attributions de points au score. Et nous avons ici le détail des notes. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de données, à vrai dire 194 000 données sur les scores en 2022 et en 2023, et c'est ça qu'on va exploiter. Je vais vous présenter les résultats. Il y a un résultat qui est très amusant, c'est la pandémie. La pandémie, qu'est-ce qu'elle a provoqué? Pendant la pandémie, les élèves ont passé le concours chez eux, par Internet. Et je vais vous montrer tout de suite la courbe plutôt que les notes. Ça, c'est une courbe normale de résultats des élèves en fonction du score. Combien d'élèves atteignent le score de 30, de 40, de 60 jusqu'à 120. Vous voyez qu'ils sont très peu nombreux à atteindre 120, le maximum, en sixième. Ça, c'est 2015. Ça, c'est 2022. Ça ressemble beaucoup à 2015. Et ça, c'est 2020. En 2020, ils étaient beaucoup plus nombreux à aller beaucoup plus loin dans la réussite. C'est une leçon intéressante. On a fait beaucoup d'études sur la pandémie. En voilà une intéressante qui est, eh bien, à la maison, on peut s'aider. Alors, pensez à ce que sera la scolarité des élèves avec ChatGPT, avec tous les moyens informatiques dont ils disposent. Et c'est un des casse-têtes, certainement, de l'éducation, de savoir comment évaluer le degré d'effort des élèves et le degré de soutien, etc., en dehors de l'espace scolaire. C'était un résultat inattendu et assez éloquent. Maintenant, on peut regarder aussi comment les élèves se comportent dans le concours. Ici, on a pris des cas types. Colin a fait ça. Ça, c'est des élèves. Il y en a 1839 qui n'ont aucune bonne réponse. Ils se sont plantés. Ils ont 0, mais ils n'ont pas moins que 0, pour les raisons que j'ai expliquées. Ici, ce sont des élèves qui n'ont que 2 réponses. Enfin, non, ils ont que des mauvaises réponses et 2 mauvaises... pardon, ils n'ont aucune réponse ici, pardon, ils n'ont rien répondu du tout. Ici, beaucoup n'ont pas répondu du tout, mais il y a eu 2 mauvaises réponses. Ici, c'est une bonne réponse et une mauvaise réponse, etc. On peut regarder tout ça et ensuite, on va distribuer les choses en fonction du score, de la distribution du nombre de réponses par score, jusqu'à 24, même 26. C'est les 2 fameuses questions subsidiaires. Combien d'élèves ont atteint ce niveau? Alors ici, ce sont ceux qui avaient 0 à 24 points. On détaille, on découpe la population. En bleu, vous avez les bonnes réponses. En rouge, les mauvaises réponses. Et en gris, vous avez les non-réponses. Donc ça vous donne une image de ce que c'est que de jouer. C'est ça qui est intéressant dans l'exercice, avec cette particularité qui est que normalement, les réponses sont classées par les organisateurs en fonction de leur difficulté. Donc, la courbe des bonnes réponses devrait être décroissante continuellement. Mais il y a des surprises. Il y a des questions qui sont situées plus loin, qui sont réputées plus difficiles, mais où les élèves répondent bien. Il faudrait les regarder dans le détail. Je suis sûr que
des pédagogues pourraient s'intéresser de près à ce genre de travail. Et au fur et à mesure, évidemment, que les scores s'élèvent, le taux de bonne réponse augmente, mais il décline aussi, mais avec ses surprises. Il y a une question numéro 13, là, qui, dans ce score-là, niveau de score-là, obtient un nombre surprenant de bonnes réponses. Et là, vous avez les meilleurs qui obtiennent évidemment des scores très élevés de bonnes réponses. Et je vous recommande de prendre le test de la 6e et de faire ça, et vous verrez si vous êtes dans les bonnes réponses. Il pourrait y avoir un certain nombre de surprises. Voilà. Moi, c'est une manière pour moi de donner un grand coup de chapeau à cette jeunesse qui fait des maths en s'amusant. Ça m'a rempli de joie, je dois dire. Les statistiques PISA et TIMSS me dépriment, mais ça me remplit de joie. Et je suis content de la partager avec vous. Et ici, on a, Colin a représenté les 500 meilleurs. Comment est-ce les 500 meilleurs, le meilleur, il répond à tout bleu, tout est parfait. Et ensuite, on regarde s'ils ont réussi les épreuves subsidiaires qui sont là. Et ensuite, vous pouvez le détailler en fonction du niveau. Ça, c'est ceux qui se situent entre 38, 25 et 38 points. Comment est-ce qu'ils ont répondu? C'est une visualisation. Stanislas Dehaene fait un cours sur la visualisation graphique comme outil heuristique. Je pense que c'est un très bon outil heuristique pour savoir un peu comment on se comporte. Autrement dit, et là, il faudrait introduire l'analyse par le score de prudence, on peut jouer sans forcément tout réussir, mais on peut décider de sauter, etc. etc. Et on le voit ici. On peut sauter, on peut laisser des questions de côté et avancer et maîtriser et aussi s'entraîner. Alors, ensuite, on regarde les scores moyens par établissement. En rouge, vous avez le privé et en bleu, le public. Il est meilleur en 6e, mais en 3e, ça n'est plus vrai du tout. Donc, les choses sont compliquées. Privé-public, c'est une pierre ajoutée au dossier, si vous voulez, ou un élément ajouté au dossier. Et ici, vous l'avez... ça, c'est le score par établissement, pardon. On fait toujours deux opérations. On fait une opération par établissement, et puis ensuite, on regarde par élève. Et les données sont assez convergentes. C'est à peu près la même chose. En 6e, il y a une supériorité du privé, et en 3e, elle n'est plus vraie. Donc, et là, on regarde ce que c'est que la moyenne des élèves de 3e d'un établissement par rapport à la moyenne nationale en score, et on regarde le public ici et le privé ici, et vous voyez que le public a une supériorité, mais elle s'explique en partie, je ne peux pas dire combien exactement de combien, par la sélection des élèves. Le public présente moins d'élèves au concours que le privé. Et donc le privé a une population qui est plus hétérogène, mais la participation au concours fait partie de la culture de l'établissement, donc ils en envoient beaucoup. Le public sélectionne certainement davantage par probabilité de réussir ou non, ou par autosélection. C'est un résultat très intéressant, et ça correspond à cette enquête sur position sociale des établissements et niveau de réussite à ce concours. Alors, une question intéressante, je déborde un peu, mais bon, est-ce qu'on gagne à passer le concours plusieurs années de suite? Et effectivement, quand on regarde, Colin a fait ce travail, il a regardé les élèves qui le passaient au moins 2 années de suite, la courbe est en rouge, et il y a un gain net d'expérience. Alors on peut discuter en disant, est-ce que ceux qui réussissent moins et qui ne l'ont passé qu'une seule fois se sont évaporés ensuite et donc ne sont restés que les meilleurs, donc il y aura un phénomène d'autosélection, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gain de résultats. Et on le voit pour la 6e, mais on le voit aussi quand on prend ceux qui ont passé le concours en seconde, et qu'est-ce qui se passe en première? En bleu, il y a ceux qui ont participé en première et en terminale, et ils dominent, ils sont meilleurs, indiscutablement. En rouge, vous avez ceux qui ont participé en seconde et en première, mais pas en terminale. Et en noir, vous avez ceux qui n'ont participé qu'en seconde. Et là, il y a une différence absolument flagrante. Donc, ça vous met sur la piste de ce qu'on révèle à travers ces outils-là. Je pense que ça ajoute à la connaissance de ce que sont les performances mathématiques dans le monde des élèves,
à la fois scolaires et périscolaires. Je ne suis pas sûr qu'on obtienne des données aussi précises sur les performances en mathématiques des élèves dans le cadre scolaire. En tout cas, j'apporte cet élément-là au dossier. J'arrive vers la fin, il y a la question des filles et des garçons. Dans les classes du primaire, le pointillé rouge, c'est la parité, autant de filles que de garçons. Je vous rappelle que, en tout cas pour 2018, il y avait un peu moins de filles en premier degré que de garçons, et en second degré, presque la parité. Les filles sont un peu en dessous en primaire, mais au collège, c'est plus bas. C'est indiscutable, les filles ne passent pas autant le concours que les garçons, et elles sont plus nombreuses en sixième, c'est toujours la même chose, et moins nombreuses au fur et à mesure que la scolarité se déroule. Donc il y a un phénomène de décrochage dans l'énergie ludo-mathématique, pour parler de manière un peu pompeuse mais claire. Et puis ici, on le voit au lycée, le phénomène est semblable. Elles sont plus nombreuses en seconde, mais la parité est un peu plus loin. Et au fur et à mesure que la scolarité se déroule, elles décrochent dans l'énergie ludo-mathématique, comme je l'appelle. Et bon, je ne vais pas détailler tout, mais je vais arriver tout de suite. Les scores sont inférieurs pour les filles au score des garçons. Quand on regarde le top 100, les filles fournissent à peu près un quart, selon les années, entre 20 et 25% du top 100 du concours. La bonne nouvelle est intéressante, quand on est en CE1, elles en fournissent presque 40% tout de même, plus d'un tiers. Donc, ce qu'on sait des mathématiques dans le déroulement de la scolarité se vérifie en partie ici. On sait que les filles sont proches des garçons. J'aurais dû le montrer ici par les scores parce que c'est quand même intéressant. Dans les classes primaires, vous voyez que les filles, ça c'est la parité, le score des garçons est plus élevé s'il est au-dessus de la ligne en pointillé. Et vous voyez qu'il y a des années où les filles sont meilleures. Mais c'est en primaire et dans les 3 classes de primaire qui sont concernées. Au collège, ça change. Eh bien, c'est vérifié ici de manière assez spectaculaire. Parmi les top 100, donc c'est un niveau de sélection assez élevé, les filles fournissent presque 40% en CE1, mais elles n'en fournissent plus que 15% en terminale. Il y a eu évidemment un mécanisme d'autosélection certainement qui a joué. Pour finir, je voudrais donner une autre approche un peu moins... je ne sais pas si celle-là est déprimante ou pas, ou elle pourrait être plus réjouissante, mais celle-là est assez réjouissante. Les filles se classent premières au concours kangourou un certain nombre de fois, ou très proches des premiers, un certain nombre de fois, d'abord beaucoup plus souvent en CE2, leur score est dans le palmarès 4,2, elles réussissent à avoir un score de 4,2 dans les 10 premières, dans le palmarès. Et là, par contre, en terminale, ça n'est plus que 8,2 fois qu'elles obtiennent, qu'elles obtiennent un score de rang de 8,2. Alors que là, le score de rang est de 4,2, donc elles sont meilleures. Mais vous voyez qu'elles sont premières certaines années, etc. Donc, c'est un réservoir de talents féminins extraordinaire. Il est là. Et on peut autrement dit, comme disait Christian Baudelot, allez les filles, il y a de quoi faire. Et ça, c'est une très bonne leçon aussi. En 2013, en terminale, il y a une fille qui est première, il y en a une qui est troisième en 2011, deuxième en 2016, etc. Et on regarde donc le haut du palmarès. Et c'est vraiment c'est une bonne manière de visualiser autrement la distinction filles-garçons, parce que voilà, le concours permet de révéler des talents et des énergies. Et je vous dis merci pour votre attention.